Vous aimez les podcasts? Check. Vous aimez comprendre comment l'innovation modèle notre futur? Ouais. Eh bien, c'est exactement pour ça que Ford, qui est le sponsor de cet épisode, m'a demandé de vous parler, à vous, de Dare to Create. Dare to Create, c'est un podcast qui est en série limitée et produit par Ford, qui traite du futur de la course automobile et de la manière dont la technologie impacte et transforme l'évolution de cette discipline. Et dans ce domaine, on touche vraiment au cœur de l'innovation. On va de la conception des voitures jusqu'au cerveau des pilotes. Le podcast s'appelle Dare to Create et je remercie Ford de me faire confiance pour vous en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler du record incroyable qu'a établi Alexandria Ocasio-Cortez sur Twitch. On va également vous parler d'autres choses sur les réseaux sociaux avec peut-être un petit peu d'espoir quelque part et peut-être pas forcément non plus ailleurs. On va également parler de téléshopping sur Internet. Et oui messieurs, dames, c'est nouveau, ça arrive sur Amazon et Instagram et Google. On va aussi parler de Quibi et de l'échec que ça représente malheureusement. Si vous n'avez pas entendu parler de Quibi, on va vous expliquer ça. De Facebook Dating, de Facebook Voisin, de Facebook Gaming et de plein d'autres choses. Je suis très heureux de lancer cet épisode aujourd'hui et je suis encore plus heureux d'accueillir d'une part l'éminent mari de Gaël Girardot qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui comme tous les mois, mais qui nous a dit écoutez, il n'y a pas de souci, je vous envoie Maxime qui est super sympa et qui accessoirement sait un petit peu parler tech également. Donc, Marie de Gaël, comment ça va? Et ça va bien, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous, surtout c'est un plaisir de remplacer mon épouse. J'espère que je serai à la hauteur. Avec talent, bien sûr. Tu peux nous dire 2 mots sur toi pour les auditeurs? C'est la première fois que tu es dans l'émission, donc je crois que les auditeurs ou la deuxième, je sais plus. Les auditeurs ne te connaîtront peut-être pas. Ouais, non, c'est la première fois. J'ai 2 vies. Je travaille chez la start-up française, qui est plutôt une licorne qu'une start-up, mais Content Square, où je m'occupe de tout l'écosystème de start-up. Et j'ai une deuxième vie d'écrivain. J'écris des romans policiers. Voilà. Tout à fait, on s'en était déjà parlé. Voilà. Et la chose la plus importante, c'est que je suis le mari de Gaël Girardot. Effectivement, elle est en train de travailler pour améliorer encore Coude et elle avait un impondérable. Donc, c'est ça. Merci d'avoir pu la remplacer en un instant. On a également de l'autre côté de l'appel Discord Marie Turcan qui se joint à nous pour la 2e ou 3e fois, je crois, rédactrice en chef de Numérama. Comment ça va, Marie ? Ça va très bien. J'aimerais bien qu'on puisse me présenter comme la femme d'une femme célèbre. Il va falloir que j'aille plus souvent sur Tinder. Je sais pas si c'est sur Tinder que tu vas trouver une femme. Hein. Je crois que c'est pas... Enfin, ça c'est d'après mon époque. Franchement, détrompe-toi. Ah oui ? Non, détrompe-toi. Okay. Ouais, les gens de ma génération trouvent des gens. Trouve des gens, donc c'est plutôt Tinder que Facebook Dating qui va arriver en Europe. Ça sera pas forcément. Je sais pas, j'ai pas encore testé. J'aime beaucoup la réaction, tu sais. C'est le rire qui en dit très très long. Facebook Dating. Ok, très bien. Franchement, pourquoi pas, mais je suis très curieuse. Mais on en parlera après. On en parlera tout à l'heure, effectivement. On est sur Twitch aussi. Bonjour à tous les auditeurs qui nous ont rejoints et les spectateurs qui nous ont rejoints sur Twitch, qui réussissent à se moquer de ma petite mèche à la Tintin là. Je sais pas ce qui s'est passé, ce que j'ai fait dans la douche, mais j'ai une mèche, mais c'est vraiment Tintin, c'est absolument horrible. Vous savez, à l'époque où je ne diffusais pas en live sur Twitch, twitch.tv/notepatrick, je ne me souciais pas de toutes ces choses-là. Mais maintenant, mon image prend le pas sur mon expertise peut-être. Je suis en train d'essayer de l'aplatir, mais ça marche pas, c'est infernal. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Les auditeurs ne savent pas que tu étais en slip. à l'époque. Mais en même temps, écoute, on ne voit que ma tête et le haut de mes épaules, donc ça se trouve. Non, ce n'est pas le cas. Bon, écoutez, on va parler de sujets très sérieux, mais avant ça, je voudrais évidemment vous rappeler que cette émission est soutenue par les patriotes qui soutiennent, ça tombe bien, qui soutiennent financièrement l'émission, et je voudrais remercier spécifiquement Frostyman, Jérémy Barra, William Lévy-Val, Frédéric 1, et pas Frédéric 2, attention, Maxime Gomez-Duret, Jérémy Bombard, Jean-François Paget, Delphin Peter, Louis Jourdas,
Lionel Guigoz et les producteurs de l'émission qu'on remercie tous les mois, Stéphane Nioret et Anna Grognard. Merci à vous deux et merci à vous 10 et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Alors, je pense que le plus gros sujet tech de la semaine, c'est sans doute ce stream que Alexandria Ocasio-Cortez a fait sur Twitch il y a quelques jours de ça. C'est marrant parce qu'on parlait la semaine dernière de Twitch et des qualités qu'a le site de streaming par rapport à d'autres sites de streaming. Évidemment, Twitch est plutôt consacré aux jeux vidéo et il y a eu, il peut être utilisé pour d'autres choses également, mais l'essentiel, c'est les jeux vidéo. Et il y a eu donc cet événement avec AOC, comme les gens aiment l'appeler, qui a un petit peu marqué peut-être la vie de Twitch, certainement, la vie politique un petit peu par ricochet à terme, et puis la perception qu'on a de cette manière de communiquer. Pour ceux qui ne le savent pas, AOC est l'une des stars montantes du Parti démocrate américain. Elle est élue au Congrès. Et c'est marrant parce qu'il y a 3 ans, elle était juste serveuse. Je crois que c'est ça. Il y a 3 ans, elle était serveuse et donc pas du tout dans la vie politique. Et elle s'est montrée extrêmement habile avec la communication et la communication des nouvelles générations, la communication sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'elle est également gameuse. Elle l'a montré à différentes reprises. Et il y a quelques jours de ça, elle a décidé de streamer un jeu qui a le vent en poupe en ce moment, qui s'appelle Among Us. C'est une sorte de transposition du jeu Loup-garou, Werewolf, du jeu de société Werewolf, où on est plusieurs personnes et il y a un traître et il faut le découvrir avec différentes interactions. Et donc, en stream, ça passe très très bien, ça a énormément de succès depuis quelques temps. Et elle a décidé de streamer ça pour, bien sûr, encourager les gens à voter. Il y a donc quelques jours de ça, et son stream a accueilli au plus haut 430 000 spectateurs simultanés, ce qui est quand même assez monumental. On est dans le top 5 de Twitch de tous les temps. Et c'était évidemment un événement pour Twitch, mais bien sûr un événement pour la vie politique et la manière dont les gens communiquent dans ce domaine. C'est pas la première fois que quelqu'un utilise Twitch pour communiquer de façon politique. Bien sûr, c'est pas la première fois aux États-Unis, mais c'est même pas la première fois ni dans le monde ni en France. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon, qui avait eu une communication très habile sur les réseaux sociaux dans la dernière campagne et par la suite avait utilisé Twitch notamment, mais c'était utilisé par des personnes qui étaient peut-être pas familières de ces plateformes et qui voulaient parler purement politique. C'était juste un moyen de diffuser leur message autrement qu'à la télé ou ce genre de choses. Là, c'était vraiment utiliser Twitch comme on utilise Twitch pour streamer un jeu vidéo et accessoirement pour encourager les gens à voter. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression en tout cas, peut-être que Marie, tu peux me donner ton analyse de la situation. J'ai l'impression que même si c'est pas la première fois, c'est peut-être un tournant dans la manière dont les femmes et les hommes politiques, en tout cas appréhendent, peut-être pas vont utiliser immédiatement, mais appréhendent ce genre d'outils. Est-ce que je me trompe ? Justement, je suis pas persuadée qu'on puisse le voir comme quelque chose qui va avoir vocation à se pérenniser ou en tout cas à se répandre chez la majorité des personnalités politiques, tout simplement parce que elle aussi, elle est pas du tout une personnalité politique classique. Simplement parce qu'elle a 31 ans et c'est la plus jeune membre du Congrès américain jamais élue. C'est quelqu'un qui est native de ces plateformes-là, ou en tout cas qui rentre dans la case millennials. Et du coup, une analyse que j'avais lue, que je trouvais assez juste, qui est que elle n'a pas cette espèce d'aura de vieux boomer qui va se mettre sur une plateforme et rien comprendre à ce qui s'y passe et juste être là, un peu, tu sais, comme le mème de Steve Buscemi avec son skateboard qui dit Hello fellow kids. How do you do fellow kids? Oui, je l'aime beaucoup. Ouais, si tu mettais même Biden sur Among Us, il aurait son sourire un peu figé et puis il serait là à dire c'est rigolo, oh là là, tu sais, les jeunes de nos jours, et puis ça lui donnerait une espèce de street cred pendant une seconde et on passerait à autre chose. Là, ce qui a fonctionné, c'est justement que elle a cette capacité à rendre tout très naturel, alors qu'en fait c'est extrêmement bien coordonné.
Le fait d'aller sur Among Us, c'est hyper malin parce que c'est un jeu qui existait en 2018 et qui a réapparu grâce notamment à des streamers professionnels qui sont un peu réaccaparé le truc. Ouais, c'est arrivé par un streamer beauté, un streamer maquillage. Ouais, et il y a un moment, tu allais sur Twitch et c'était le jeu le plus streamé. Là, c'est encore le 4e jeu le plus streamé en ce moment quand tu vas sur parcourir de Twitch. Donc c'est clairement en surfant sur cette vague-là, c'était hyper malin. En plus, c'est un jeu qui paye pas de mine et en même temps qui a un gros potentiel de rigolade, de marade. Et elle est parfaite pour ça. Et donc je crains non parce que j'ai vraiment pas envie de voir ça, mais je pense heureusement qu'on va pas voir demain tous nos hommes politiques de 50 ans et plus aller faire des Twitch et jouer aux jeux vidéo pendant 2 heures, parce qu'en fait ce serait pas drôle, ça marcherait pas. Ouais. Ce qui fonctionne là, c'est une association de plusieurs facteurs dont sa personnalité à elle. C'est marrant parce que d'ailleurs tu parlais de Joe Biden, il a une île dans Animal Crossing, mais évidemment c'est pas lui qui l'a faite, c'est un truc que son équipe exactement. A fait, donc c'est pas du tout aussi authentique. Et en voyant ça, j'ai eu un petit peu cette réaction de me dire mais c'est pas, c'est un petit peu un moyen d'aller chercher les jeunes là où ils sont, mais est-ce que c'est en rapport avec la politique? En fait, je me demandais si c'était vraiment authentique et j'ai mentionné ce petit doute sur Twitter et beaucoup de gens m'ont dit mais en fait, si ça fonctionne, si quelqu'un d'autre le faisait, ça marcherait pas, mais là ça fonctionne parce que c'est authentique avec elle. Elle est une gameuse, elle est jeune, elle est dans cette, enfin c'est complètement naturel pour elle. C'est pour ça que ça passe en fait. Et c'est vrai que Oui, t'as pas l'impression d'être manipulé. Après, même si ça en était, le fond du message est pas non plus. C'est pas comme si elle voulait faire passer des nouveaux pesticides qui vont tous nous tuer. Enfin, l'idée c'est d'aller dire aux jeunes de voter. Donc le message est quand même pas. En vrai, même le message n'est pas très controversé derrière. C'est On pourrait parler de politique américaine, mais c'est vrai que évidemment pour les démocrates, quand ils disent il faut que tout le monde aille voter, donc c'est un message neutre, c'est parce que ça leur bénéficie à eux beaucoup plus. Mais bon, ensuite on peut pas reprocher aux gens d'encourager. Disons que c'est un petit peu triste quand on se dit le fait d'encourager les gens à voter, c'est un message qui est plus avantageux pour un camp que pour l'autre. Mais bon, ensuite ça c'est un autre problème. Maxime, un regard sur la chose. Toi, t'es peut-être, je ne sais pas si t'es entre les millennials et ma génération un petit peu plus âgée. Écoute, je viens d'avoir 40 ans il y a quelques jours. Donc, d'accord, pile entre les deux, on va dire. Pile entre les deux. Écoute, ça me fait penser à plusieurs choses. Alors, pour le coup, je te fais juste une parenthèse. C'est une campagne que j'ai beaucoup suivie, la campagne américaine actuelle. Donc, du coup, je me suis beaucoup immergé dedans. Elle m'a beaucoup intéressé et le personnage d'AOC est un personnage assez intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment l'héritière d'Obama, 12 ans après. Et finalement, ce qu'elle a fait sur Twitch me fait beaucoup penser à ce qu'a fait Obama durant la campagne 2008 sur les réseaux sociaux, à l'époque sur Twitter, etc. Rappelez-vous quand même qu'en 2008, Facebook avait 3 ans et Twitter en avait 2. Donc on est à une époque où aujourd'hui ça nous paraît être des moyens de communication presque vieillissants. Il y a 12 ans, ils étaient naissants, presque plus naissants encore qu'on peut voir Twitch aujourd'hui. Ça me donne aussi une autre idée, c'est que AOC c'est vraiment le pendant vraiment de gauche de la gauche. C'est vraiment le Mélenchon, c'est la Mélenchon américaine, même si Mélenchon est peut-être plus clivant encore que elle. Mais c'est un personnage disons très clivant. Que la gauche de la gauche aux États-Unis, ça veut pas dire que la même chose que la gauche de la gauche en France. Ouais, c'est ce que j'essayais de dire en fait. Voilà, on peut pas faire de parallèle d'un point de vue programmatique, mais d'un point de vue positionnement de l'échiquier, c'est vraiment la gauche de la gauche. C'est aussi une tribunicienne. C'est vraiment quelqu'un qui utilise. Elle fonctionne un peu comme une activiste, et je trouve ça assez intéressant d'aller sur Twitch. Parce que c'est un endroit qui est très clivant, Twitch, quand on regarde les chats, etc. C'est un peu toxique souvent, ouais. Ouais, c'est des communautés qui sont assez compliquées à gérer. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, que ce soit la personnalité démocrate la plus clivante qui y va. Et même si je vous rejoins, elle fit aussi par son âge, parce qu'elle aime les jeux vidéo, etc. Mais il y a aussi un message politique, à mon sens. Et c'est quelqu'un qui fonctionne bien avec un univers clivant. Et puis le dernier point, et après je m'arrêterai là, c'est que c'est une génération qui ne regarde plus la télé.
Ouais. Elle ne regarde plus la télé, c'est le seul moyen pour aller réellement leur parler, c'est-à-dire soit tu vas discuter avec eux sur Insta ou sur Snap, et si tu veux voir, c'est Twitch. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On a des données là-dessus, parce que j'ai un peu du mal avec ce discours de la nouvelle génération qui regarderait plus du tout la télévision. Il y a énormément d'utilisation de toutes ces nouvelles plateformes, Snapchat, TikTok et toutes les autres. Est-ce que ça veut pour autant dire que les personnes plus jeunes ne regardent pas du tout la télévision? Alors oui, il y a des chiffres là-dessus. On annonce la mort de la télévision depuis un bail quand même. Alors écoute, en fait, les chiffres que tu as, c'est les chiffres d'audience que tu reprends, par exemple, les TF. C'est intéressant de regarder les chiffres, tu vois, de TF1, de France Télévisions, etc., de voir le split. Et en fait, tu te rends compte que les jeunes générations quand elles vont regarder ça, elles ne font que de la catch-up, donc elles ne font plus de linéaire. Et en revanche, quand je dis télévision, elles continuent à regarder l'outil télévision, mais pour regarder du Netflix ou pour regarder du Amazon Prime. Donc tu n'as plus, si tu veux... Oui, mais en même temps, tu as un débat, à la télévision, Biden-Trump, qui est suivi par un tiers des Américains. Ah oui, mais alors à mon avis, si tu fais le split par âge, les 18-25... ils regardent peut-être moins, mais j'imagine aussi qu'un truc comme ça, un truc comme le débat, effectivement, c'est peut-être un sujet qui va intéresser suffisamment de monde pour que ça soit un peu plus fédérateur que... je vais me dater aussi que la Starac. Je sais pas. La datation carbone. La datation télé. Ouais, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que elle a une maîtrise de ses outils. Je sais pas si, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Marie, c'est vrai que ça va pas forcément faire en sorte que tout le monde tous les hommes et les femmes politiques arrivent sur Twitch tout à coup. Mais par contre, je pense que ça montre qu'il y a une génération qui est plus familière de ces outils-là et qui a pas peur de les utiliser. Ceci dit, quand on dit « Ah, regardez, ils ont tout compris aux réseaux sociaux », elle a tout compris aux réseaux sociaux, bon, c'est pas faux, mais d'une part, l'équipe d'Obama utilisait bien Facebook et Twitter à l'époque, surtout Facebook, et puis surtout, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, c'est pas le dernier sur les réseaux sociaux non plus. Donc, c'est pas forcément complètement exclusif à une personnalité comme AOC. C'est vrai. C'est vrai qu'on dit jamais que Donald Trump utilise bien les réseaux sociaux, alors qu'en fait, c'est un génie de Twitter dans son utilisation la plus néfaste possible, mais en ayant des catchphrases affreuses, en retweetant massivement n'importe quoi. Twitter, c'est une plateforme où plus tu publies, plus tu es suivi. Hein. Enfin, il n'y a vraiment pas de secret. Donc, c'est vrai qu'on ne le présente pas comme ça, peut-être parce que c'est les forces du mal. Mais... Je pense qu'il y a un peu de ça, et objectivement, enfin, ensuite c'est sans préférence politique. Hein, c'est marrant parce que quand je parle de Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois que j'ai parlé de lui, je sais plus, j'ai fait une plaisanterie, et la moitié des auditeurs m'ont dit « Ah, mais quand même, Patrick, machin », soit dans un sens, soit dans l'autre. Là, je parle pas de préférence politique, hein, ni des miennes ni des autres, mais c'est simplement sans jugement de valeur de quoi que ce soit. C'est vrai que il y a des gens comme Donald Trump qui utilisent extrêmement bien un réseau comme Twitter. Pardon, Maxime, je te laisse le mot de la fin et puis on va avancer. Ouais, ça me fait penser à deux petites choses. C'était aussi intéressant de voir que 48 heures plus tard, il y a quelqu'un qui se dit supporter de Trump qui a hacké le jeu et qui a massivement diffusé des messages pro-Trump. Donc, c'était une manière de renvoyer le mouvement de balancier. Et non, je voulais juste finir sur... Je pense que la question pour les politiques, elle n'est pas vraiment qu'ils viennent tous sur Twitch. La question pour les politiques aujourd'hui, c'est que le 20h de TF1 ou de France 2 n'existe plus en tant que tel. C'est ça le point. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ils pouvaient aller sur le 20h et passer leur message et ils touchaient la majorité des gens. Maintenant, en fait, c'est tellement fragmenté qu'ils ont besoin de passer leur message sur plein de canaux différents. Oui. Mais pardon, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Marie, mais il y a encore beaucoup de gens qui regardent le 20h. C'est juste qu'il y a plein de canaux différents. Ouais, moi je suis pas d'accord. Vraiment, je le vois là quand nous on fait toutes les semaines, t'as Jean Castex qui passe à la télé sur toutes les chaînes d'infos en même temps pour faire des annonces qui sont cruciales pour la vie politique, pour la vie pour notre vie. Donc je comprends que ça concerne beaucoup de gens, mais les gens sont là en fait. Enfin, ils sont pas sur Instagram à regarder le discours de Jean Castex. Encore une fois, je disais pas les gens, hein.
En fait, je parle vraiment d'une génération, si tu veux. Je te prends vraiment les 15-25, si tu veux, ou t'as vraiment, je pense, sur une cible donnée, il faut que tu t'adaptes pour aller leur parler, parce que eux, pour le coup, ils regardent pas le 20h. C'est juste ça. Je te dis pas que le 20h est pas regardé. C'est juste que la répartition de la classe d'âge a beaucoup changé. Et finalement, elle se concentre maintenant et ça se répartit. Tu dois aller diversifier tes canaux. Oui, moi je pense que ça dépend des messages. Je pense que certains messages comme, en effet, si tu veux juste faire passer des idées politiques lambda un peu générales, ça peut être compliqué de juste aller aux 20h de TF1. Aujourd'hui, par contre, je suis persuadée que même les 15-24 ans suivent les annonces de Jean Castex toutes les semaines pour savoir s'ils vont avoir le droit d'aller boire des bières le soir. et ils brancheront leur télé, ou alors ils iront sur le live de TF1, sur leur ordi, mais je suis d'accord avec toi, il y aura quand même ce truc linéaire. Je suis d'accord, mais tu me permets de penser que c'est vraiment... Là, on parle d'un cas très particulier. C'est lié au Covid, à des annonces sanitaires, à quelque chose qu'on n'a jamais connu. Tout à fait. Que ça suscite l'attention. Encore heureux, j'ai presque envie de dire. Oui, je suis d'accord. Écoutez, voilà pour ce petit compte-rendu sur AOC sur Twitch. Il y a quelques autres petites infos sur les réseaux sociaux, comme par exemple le fait que Twitter a décidé de désactiver le simple retweet. On peut toujours retweeter sans commenter, mais on a forcément l'interface de commentaire qui s'affiche quand on va retweeter quelque chose, pour nous donner l'occasion d'ajouter quelque chose au message. Donc limiter un petit peu les retweets impulsifs, on va dire, à voir si ça fonctionnera. On a également le fait que le gouvernement veut commencer à, on parle des boomers, veut commencer à instaurer un contre-discours républicain au contre-discours anti-républicain. Là, je parle du gouvernement français, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, on pourra commenter la chose. Et puis, il y a un article qui est absolument passionnant que je voulais évoquer également. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle beaucoup d'opposition et d'opposition binaire. Et on a la sagesse conventionnelle, c'est de dire qu'on est enfermé dans nos bulles et qu'on n'a pas assez de contact avec des opinions différentes, et que c'est pour ça qu'on n'a pas, on va de plus en plus loin dans l'opposition, parce qu'on n'a pas les idées différentes qui sont exposées. Eh bien, il y a de nouveaux modèles de recherche mathématiques qui semblent démontrer, alors c'est une ou deux études, c'est pas non plus complètement avéré, mais c'est également, disons, supporté par de la recherche psychologique à l'extérieur des réseaux sociaux. C'est le fait que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'un des facteurs qui fait qu'on s'oppose de plus en plus, c'est que quand on est exposé constamment à une opinion opposée, eh ben ça finit par nous braquer. Et donc, ça serait le contraire de la sagesse conventionnelle, qui voudrait dire que plus on vous montre l'opinion opposée, au bout d'un moment, vous dites « mais c'est bon, j'en ai marre, va te faire voir ». Et ça nous pousse de plus en plus loin dans les retranchements de nos idées arrêtées, finalement. Pas arrêtées, mais de nos idées qu'on tient déjà. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Le lien vers cet article sera dans les notes de l'émission. Pardon, le lien vers cet article sera dans la newsletter qui est disponible sur notrepatrick.com. Mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, s'il y a une chose que vous voulez noter sur l'un de ces sujets, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. J'ai eu exactement la même réaction que toi. J'ai beaucoup aimé cet article que j'ai découvert grâce à toi d'ailleurs, parce qu'il était passé complètement en dehors de mon spectre, sûrement de ma bulle. Je crois que c'est Maxime qui mange ses chips, c'est ça ? On entend des pardon. Oui, sortez comme 3D. Je mange. Ah d'accord, j'ai entendu quelque chose de... Pardon, vas-y Marie, excusez-moi. Je suis ravie d'avoir eu ça sous les yeux, parce que ça a un peu débloqué, ça a fait tilt et
dans mon cerveau qui est souvent été très réfractaire à cette idée de les bulles. Les bulles sont responsables de notre radicalisation. Les bulles sont responsables du fait que plus personne peut s'entendre avec personne. Moi, j'ai jamais été aussi confrontée à des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi que depuis que je suis sur Twitter, depuis que je suis sur Facebook. Le nombre de gens qui me disent je me rends compte, mes amis du collège, ils postent ça et ça, ou sur Twitter, le nombre de gens qui viennent ou le nombre de discussions, le nombre de... Alors oui, avec agressivité, et oui, il y a des choses à reprocher, mais je trouve que justement, il y a une espèce de pluralité, le fait de se rendre compte de la pluralité des opinions, c'est quand même une des grandes forces aussi de ce que les réseaux sociaux ont apporté. Et j'ai jamais vraiment compris cette histoire de bulle d'Internet. Alors oui, j'ai compris le fonctionnement des algorithmes, oui, mais mais le comparer à ce qu'il y avait avant Internet n'a absolument aucun sens, parce que avant, les gens qui achetaient le Figaro achetaient pas Libé, et les gens qui écoutaient une certaine radio n'en écoutaient pas forcément une autre, et tout le monde avait un peu ses habitudes. Alors oui, il y avait le rendez-vous du JT qui fait que, et qui est quand même en vrai toujours là, d'avoir un peu tous la même information au même moment. Mais dans ces cercles d'amis, on discutait pas forcément avec que des gens qui étaient en désaccord avec nous non plus. Enfin, non, je sais pas à quel moment. Toi, la bulle, t'y as jamais vraiment cru, quoi. En tout cas, j'y crois parce que je sais que ça existe. Les faits sont là, et les algorithmes sont créés pour encourager, pour pousser du contenu qui ressemble au contenu que vous avez déjà regardé ou déjà liké. Après, sur les conséquences, je trouve que c'est sur les conséquences qu'on se fourvoie, ou en tout cas sur là où j'ai jamais eu de réelle conviction, ou d'avoir vu d'études assez sérieuses qui montraient vraiment que c'était le fait d'être dans ces pseudo-bulles qui faisait que... je trouve que le lien a toujours été un peu difficile, il est facile à faire parce qu'il est facile à comprendre. Ouais, il a l'air instinctif, mais on l'a jamais prouvé, quoi, finalement. On aime bien, et puis on adore se faire peur. On adore regarder Black Mirror, on adore se dire qu'on va tous se noter plus tard. On adore ce petit frisson, et ce qui fait que parfois, je pense que ça peut nous rendre enclins à croire des choses par instinct, sans vraiment se dire, sans essayer de se dire est-ce que c'est vraiment le cas. Bah écoute, là, je ne sais pas si l'autre option de recherche est meilleure, puisque ça serait le contraire. Et le fait de constamment voir l'opinion opposée nous pousse dans nos retranchements. Donc, je ne sais pas si alors, je préfère... sincèrement, moi, ça m'agace beaucoup plus, ouais. Mais je ne pense pas que ça me pousse dans mes retranchements. Je pense que ça rend le monde plus complet. Je pense que ça a tendance à plus déprimer, à se dire. Oui, ça rend les choses plus frustrantes, ouais. Soit tu te dis il y a du chemin, soit tu te dis waouh, en fait je partage le même monde que cette personne, et je vais devoir vivre avec ça dans la tête. Et en même temps, d'un autre côté, non, ça permet je trouve que ça permet de réfléchir, mais c'est vrai que je peux comprendre que ce que dit l'article et ce que tu dis est assez juste. Le fait de voir tellement de gens en opposition qui portent des discours moi, si je vois un discours anti-avortement, je vais avoir du mal il y a une barrière mentale, quoi. Il va y avoir un truc, je vais avoir du mal à me dire, il y a une limite à ma tolérance et à mon honnêteté intellectuelle pour aller essayer de comprendre n'importe quel argument. Et du coup, il y a des moments où moi, je vais avoir tendance à me dire, du coup, moi, je vais être encore plus pro-avortement. Je vais soutenir, même si j'ai une utilisation très raisonnable des réseaux sociaux et de ma parole publique, mais je comprends tout à fait ce qui est écrit dans cet article, et je suis plutôt encline à le croire. Mais peut-être que parce que je suis encline à le croire, du coup, c'est fou aussi. C'est un biais de... avoir par mes neurones. Non, mais je crois... Enfin, l'article est hyper intéressant, en tout cas. Il sera dans la newsletter de cette semaine. Donc, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com si vous le souhaitez. Et c'est une manière hyper intéressante de voir les choses qui semblent évidentes quand on y a pensé. Mais avant qu'on y ait pensé, on avait justement l'idée inverse. Écoutez, on va... Oui, bien sûr, Maxime, vas-y. Je voulais juste rajouter un point qui me semble important, c'est les algorithmes sont faits pour générer de l'interaction.
Et en fait, je pense que il y a deux étapes. C'est-à-dire que d'abord, pour générer de l'interaction, il faut générer de la polarisation. C'est-à-dire que dans le message politique, c'est pas forcément que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord. Il faut que tu sois super d'accord ou super pas d'accord. C'était l'exemple que tu viens de donner, Marie, sur l'histoire de l'avortement. C'est la polarisation qui crée de l'interaction. Et plus tu vas être contre, plus tu vas avoir envie de réagir, plus tu vas avoir envie de crier que tu es contre. Et ça crée de l'interaction, ça crée d'autant plus d'interaction et du coup plus d'usage. Et pour moi, l'effet pervers, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait remonter une polarisation qui est artificielle dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit les réseaux sociaux, on a l'impression que le monde occidental est en guerre civile. Pourtant, quand je marche dans la rue, je vois plutôt des gens qui, la plupart du temps, qui cohabitent plus ou moins. Bonjour, qui cohabitent. On est plutôt dans un monde de compromis. Et dès qu'on bascule dans les réseaux sociaux, c'est un monde de polarisation extrême. Et je pense qu'il est là c'est vrai, c'est sûr. Cette nouvelle manière de décrire les réseaux sociaux que j'ai entendue, je crois, sur This Week in Tech il y a 1 ou 2 semaines, me plaît beaucoup. C'est les réseaux sociaux, leur business model, c'est de nous garder énervés le plus longtemps possible. Et c'est vraiment ça. C'est pas directement, hein, c'est pas comme ça qu'ils ont été conçus, mais donc ça se confirme un petit peu. Écoutez, on va très bientôt parler de cette histoire un petit peu plus détendue de téléshopping sur Internet. Je déforme à peine, mais avant ça, je voudrais vous remercier très chaleureusement, vous les patriotes, d'être patriotes justement, de soutenir l'émission que vous écoutez aujourd'hui, de soutenir l'émission financièrement. C'est le moyen de soutenir le Rendez-vous Tech, c'est d'aller sur patreon.com/rdvtech et de donner une petite somme qui est que vous décidez. Ça peut être $1 par... c'est en euros d'ailleurs maintenant. Attention, merveilleux, en euros. Ça peut être un euro, 3 euros ou différents niveaux. Et si vous soutenez au niveau 3 euros, vous êtes un patriote sublime. Alors attention, hein, patriotes sublimes, c'est pas des patriotes comme les autres, c'est des patriotes qui ont droit à quelques bonus sympathiques comme un accès au Discord étendu, le Discord privé où on parle d'encore plus de choses que dans le Discord public qui est accessible à tout le monde. Et les patriotes sublimes ont également la possibilité de participer à l'after show qu'on fait après l'enregistrement de l'émission et qui est dans le flux privé, dans les épisodes qui sont réservés aux gens qui soutiennent l'émission. Et les patriotes sublimes sont tellement sublimes qu'ils ont le pouvoir de participer à ces after-shows. Donc, si vous appréciez l'émission et que vous avez envie de soutenir, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et devenir soit un patriote one qui a déjà plein de bonus super cool, un patriote sublime ou autre chose. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Donc, si vous appréciez ce qu'on fait et si vous surtout, hein, on plaisante avec ces soutiens, mais c'est surtout l'envie de soutenir le travail, et ben vous pouvez aller faire ça. Et quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le petit bol et ça vous rappelle, maintenant je peux aller sur mon ordinateur pour aller voir patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Je dis merci à vous tous, mais en fait, ils m'entendent pas, les gens qui soutiennent l'émission, parce que dans leur flux privé, il n'y a pas de pub et il n'y a pas ce petit passage au milieu où je fais le laïus sur le Patreon. Donc, c'est en fait à vous qui profitez de l'émission gratuitement, grâce à eux, que je vante leur mérite. Donc, merci à vous tous. Alors, le live shopping, c'est quoi ? C'est une tendance qui existe depuis longtemps, hein, un petit peu partout, mais qui est extrêmement populaire en Chine, avec 560 millions de viewers, de spectateurs pour le mois de mars en Chine. Et en fait, c'est vraiment du téléachat. Et c'est en train d'arriver sur Amazon, Instagram et Google. Et en fait, c'est tout bête, hein, c'est des influenceurs, encore eux, comme toujours, qui sont en train de s'approprier cette idée de
vendre du produit, non pas dans un post Instagram, non pas dans une vidéo sur YouTube, mais vraiment en live. Donc, vous avez 1 heure de live où la personne va regarder le produit, décortiquer, se mettre le mascara sur la tête, essayer d'allumer la télé et de l'éteindre et de vous montrer l'interface, etc., etc. Et c'est vraiment une sorte de téléachat qui risque d'arriver aux États-Unis très bientôt. Et je pense que c'est le genre de chose qui va forcément prendre parce que c'est une machine à imprimer de l'argent, en fait. Donc, je pense que ça va arriver. Et pour Amazon, c'est tellement cohérent. Instagram, c'est une boutique en ligne, hein, soyons clairs. Google, il ne serait pas contre l'idée de faire ça, et en particulier sur YouTube. Moi, je vois bien le téléshopping partout sur Internet arriver. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Marie, ça te faisait marrer Non, je voulais laisser la parole à Maxime, parce que je prenais toujours la parole en premier. En plus, c'est vraiment le sujet sur lequel j'ai un truc très intelligent à dire. Allez, fonce. Non, moi, je n'ai qu'un rêve secret qui ne se réalisera jamais, c'était de voir Pierre Bellemare faire du téléachat sur Insta ou sur Amazon, etc. Voilà. C'est ça. Je revis les années 90 de Pierre Bellemare qui demandait des choses toujours plus inutiles. Plus utiles, oui, je crois que c'est... Ah, le Super Ginzu. Attends, c'était Super Ginzu, Mega Ginzu, le couteau qui coupe des canettes. Mais là où... je vais quand même un petit peu défendre l'idée. C'est facile de s'en moquer parce qu'on a l'image du télé-shopping, du téléachat de l'époque, avec Pierre Bellemare et Maryse, effectivement. Mais c'était un truc qu'il devait vendre à toute la population qui regardait la télé. Là, ce type de communication, ça peut être très segmenté, ça peut être vraiment des trucs qui sont spécialisés sur ce qui vous intéresse, vous, que ça soit, comme je le disais, du maquillage, de la tech, du jeu vidéo, des mangas, quoi que ce soit. S'il y a des petits objets, a priori physiques, qui peuvent vous intéresser, on a déjà plus ou moins ce genre de choses sur YouTube avec des unboxings, ce genre de choses. Donc, l'envie est là, le besoin existe, et le fait de voir une personne, peut-être même avec laquelle on peut interagir s'il n'y a pas des milliers de spectateurs en même temps, avec laquelle on peut interagir par Twitch, par chat. Je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose apporter une certaine valeur ajoutée aux gens qui sont indécis sur ce qu'ils veulent acheter, sur la qualité d'un produit, etc., etc. Donc, ce qui est marrant, c'est que je vais faire un fil rouge absolument magnifique par rapport à ce qu'on disait sur la délinéarisation de la télévision. C'est que là, on revient à du live et on revient à des rendez-vous. Et c'est assez intéressant parce que de voir comment, en même temps, même avec AOC, de voir que c'était un Twitch en direct qui a recueilli 400 000 personnes, et que là, ce genre de télé-shopping en ligne, si j'ai bien compris, parce que j'étais pas du tout au courant de ce concept, mais je pense avoir compris le concept. C'est qu'on arrive ce sera exactement ce qui se passe dans les vidéos YouTube d'aujourd'hui, mais en live, où genre tu reçois une notification de ton influenceuse préférée qui va pendant une heure tester les derniers produits à la mode. Et je me demande quel est le plus. Qu'est-ce que les plateformes, même comme Amazon, tireront en plus de ce genre de format par rapport de la conversion, c'est une raison, une occasion de plus. Le côté live te donne plus envie de cliquer et d'acheter des produits. Moi, je pense, si c'est une personne, parce qu'il faut. Ouais. Moi, je pense qu'il faut voir aussi le terme d'influenceur est hyper important. C'est vraiment une personne avec la proximité qu'on a avec les influenceurs, la proximité parfois un peu perçue, mais pas forcément complètement artificielle non plus. Moi, je me considère pas comme un influenceur, mais c'est vrai que entre les podcasts, Twitch, Twitter, toutes les interactions qu'on a, on a une certaine proximité avec les personnes qui regardent les émissions ou qui les écoutent. Et si c'est cette personne avec laquelle on a une certaine proximité qui va vous parler d'un produit en live, en vous expliquant toute la chose, alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde va cliquer sur acheter, mais je dis n'importe quoi. Je ne serais pas surpris que si, par rapport à un post Instagram, il y a un taux de conversion sur un produit, sur une pub de, j'en sais rien moi, 4%, je ne serais pas du tout surpris qu'il soit à 8 ou 10% le taux de conversion quand c'est en live. Et puis ils peuvent jouer sur le concept de promo en plus, je pense. Parce que tu peux avoir
avoir un truc où, tiens, pendant 1 heure de live, vous allez avoir moins 50% sur le découpe canette. Ouais. Le super Ginzu. Moi, j'y crois, ouais. Super découpe canette. Il y a un truc que je trouve. Je rajoute juste alors, le taux de conversion moyen, c'est 0,5. Hein. C'est pas 4. Oui, non, bien sûr. Il serait heureux. 0,5 sur quoi ? 0,5% de taux de conversion moyen sur une pub. Sur une publi Instagram ? Non, ça c'est sur un site e-commerce. Je pensais plus à Amazon. C'est-à-dire que tu vas voir un produit dans ton tunnel de conversion. Oui, imagine sur Amazon, tu as un petit live qui s'affiche quand tu es en train de naviguer et de chercher, je sais pas moi, des perceuses. Tu as un petit live qui s'affiche tout à coup et tu as Monsieur Perceuse qui est un YouTuber connu qui te teste les différentes perceuses et qui te dit celle-là, moi je l'aime bien, allez-y, achetez. Bon. Pardon, vas-y, finis Maxime. Moi, il y a un truc par contre que j'aime bien, c'est que d'un point de vue, au moins c'est plus clair. Au moins les influenceurs, ils te présentent un produit à la Pierre Bellemare, ils se font pas genre c'est ma passion de ouvrir des boîtes, etc. Non, je suis là pour te vendre quelque chose. Non, c'est vrai. Ouais. Tu vois, c'est je suis un homme sandwich. Il n'y a rien de déplacé là-dedans, mais au moins c'est clair. Pas en train de te la faire à l'envers. Oui, après, on peut... Oui, j'imagine que, tu vois, les produits en question, si demain, il y a, j'en sais rien, moi, telle marque de pâtes qui te dit on va vous payer tant d'argent pour dire que vous adorez ces pâtes, bah, il y a des gens qui refuseront, mais il y a aussi des gens qui accepteront. Donc, il faudra quand même connaître la personne, je pense. Mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne dans, je pense, pas très longtemps. Moi, je prévois que d'ici 1 an, ça va arriver en France aussi. Un petit mot sur Quibi. Quibi, qui était... On parlait de boomers et de médias tout à l'heure. C'est un petit peu le thème de cette émission. Quibi, c'était des pontes d'Hollywood qui voulaient créer une version de la chaîne de télévision adaptée au monde du mobile. Donc, ils avaient du contenu qui était très court, filmé en mode portrait, avec un abonnement à, je sais plus, 5 ou 6 $ par mois. Et bon, ils se sont lancés pile pendant la pandémie. Mais il n'empêche, ils avaient levé 1,7 milliard de $, je crois, quelque chose comme ça. Et ils ont annoncé là, après quelques mois seulement, qu'ils fermaient le service, que ça n'avait pas marché. Et sur les réseaux, on a vu quand même beaucoup de gens se moquer, ce qui, moi, m'a fait un tout petit peu mal au cœur. C'est vrai que, bon, le service était clairement pas un excellent service, mais ils ont tenté quelque chose, ils s'y sont peut-être mal pris, mais... je sais pas, j'ai trouvé ça un peu facile de dire de rigoler, de s'en moquer de cette manière. Il y a plein de sociétés qui se plantent tout le temps. Il y a des gens qui essayent des trucs dont on, entre guillemets, sait que ça va servir à rien. Et bon, bah, effectivement, la plupart se plantent, mais il y en a plein qui réussissent aussi. Et on en a des exemples toute la vie dans toutes les entreprises de la tech. Donc, et puis bon, accessoirement, en plus, c'est dommage qu'une grosse boîte se casse la figure, ou qu'une boîte se casse la figure tout court, mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça un petit peu... la réaction j'ai pas complètement adhéré à la réaction, même si bon, j'avoue que je comprends, c'était... Ouais. Moi, je l'entends parce que justement, c'est pas juste se moquer d'une start-up qui a essayé de faire quelque chose et puis avec beaucoup de bonnes intentions en tête. Là, on se moque quand même à la fois du grand capital parce que pour avoir levé 1,7 milliard, 1,7 milliard de dollars pour une app, c'est quand même pas les petits acteurs qui struggle, qui sont lancés dans la cave de leurs parents. On est d'accord, c'est sûr. Et puis c'était un peu les boomers qui essayent de lancer une app pour les jeunes, quoi. Enfin, on avait un peu là pour le coup. Je reviens à on en revient à si vous mais là il y avait vraiment tiens, les jeunes ils font quoi? Ils sont sur leur smartphone. Et on va faire un Netflix sur le smartphone. Mais qu'est-ce qu'on va imaginer? Bon, on sait pas trop. On va des vidéos verticales. C'est bien des vidéos verticales, bah oui. Et puis comme ça ils prendront. Et après, on va mettre ça sur le dos de la pandémie. J'avoue, je suis assez persuadée que le truc aurait échoué quoi qu'il arrive. C'est pas parce qu'il y a plus de métro pendant 3 mois. Alors ça les a pas aidés. Hein, on va pas. Je veux pas être de mauvaise foi non plus, même si je le fais exprès de l'être un petit peu quand même.
mais je pense que je pense clairement que l'application n'aurait simplement pas pris parce que, et ils le disent eux-mêmes. Attends, j'ai un article sur les yeux, ils disent l'idée n'était pas suffisamment solide pour justifier un service de streaming à part entière. Bah oui, en fait, qui le ferait? Non, mais en fait, tu arrives sur le segment de la SVOD qui est déjà blindé avec tous ces énormes acteurs qui ont les Game of Thrones et les Stranger Things à vendre, et toi tu arrives avec ton app où il y a 3 nouveaux contenus qui sont même pas très drôles et même pas très intéressants. Et le concept, c'est oui, mais c'est sur smartphone. Bah oui, mais moi je regarde Netflix sur smartphone. Y a rien. En fait, je trouve que c'est vraiment l'incarnation du projet raté, d'essayer de séduire, de prendre l'argent des jeunes, parce qu'en fait on en revient vraiment à ça pour le coup, parce que c'était payant, hein, c'était un service payant, quasiment dès le départ, abonnement, et de se dire, mais toujours ce truc de comment on va faire pour parler aux jeunes. Et en fait, je ne connais pas un service qui se soit lancé en ayant vanté vouloir absolument toucher les jeunes et y parvenir. Et qui est réussi, ça a quand même souvent été des hésitations, des tâtonnements, et parfois des surprises, quoi. Enfin, moi, ça me gêne pas du tout de me moquer du grand capital et de Boomerland qui essaye de séduire. Je crois que les moqueries. On n'a même pas fait un article sur Quibi quand c'est sorti, tellement j'y croyais. Parce que vraiment, tellement je trouvais ça anecdotique. Et on s'est tous. Pour finir, je trouve que la couverture médiatique a été assez révoltante sur ce sujet-là. On est beaucoup quand même il y a eu beaucoup de presse autour de cette application, justement parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, sans jamais remettre en question le principe même du truc. Ouais. Et je trouve que là, on mérite vraiment une grosse critique de la manière dont ça a été traité. J'écoute très bien une petite nuance. Je vais juste sur deux petites choses. Les réactions que j'ai vues, c'est beaucoup aux États-Unis, ils s'en sont beaucoup moqués. Chez eux, c'était pas vraiment la critique du grand capital, mais je comprends cette critique aussi. Et puis, je sais plus quelle était la deuxième réaction que je voulais dire, mais dans l'ensemble, j'avoue que tu m'as quand même bien tué sur mes excuses. Tu m'as quand même pas mal convaincu. Je suis un petit peu c'est vrai que non, mais tu m'as assassiné mon enthousiasme. Mais attends, Maxime apporte de la nuance. Vas-y. Je suis pas sûr que ce soit plus convaincant, mais en fait, c'est marrant parce que je suis pas sûr que l'échec prouve la non-valeur du modèle. Je pense que par contre, ça prouve que l'approche était mauvaise. L'approche tactique et stratégique était mal dimensionnée. Je pense que partir du postulat qu'on consomme de plus en plus de vidéos à travers notre mobile, et notamment dans les transports en commun, et c'est pas forcément une question de jeunes, hein, pour le coup, ou alors dans ce cas-là, on emmène les jeunes jusqu'aux 35-40, et que les formats 45 minutes sont pas adaptés forcément à ce type de transport, et qu'il y a finalement un monde entre le YouTube où je regarde des chats et des gens qui tombent et Game of Thrones, si tu veux. Je pense qu'il y a une place là-dedans. Après, est-ce qu'il y a une place pour une app à 1,6 milliard d'investissement et à un prix à 6 $ par mois? Clairement non, ça me paraît pas. Je trouve que il y a un format, pardon, mais il y a une place pour la forme, mais pas forcément. Mais si le fond ne suit pas, ça n'a pas de sens. Complètement. Je crois que ils veulent regarder Game of Thrones, ils veulent pas regarder Netflix c'est le contenu qui a de l'importance. Je suis d'accord, le contenu a certainement de l'importance, mais je suis d'accord avec ce que dit Maxime. Il y a une place à prendre. Le truc, c'est que, comme le disait Marie, ils l'ont fait comme les boomers qu'ils étaient, en se disant comment on va pouvoir faire Hollywood en version découpée en tranches de 5 minutes, tu vois. Et alors que la direction dans laquelle ça va, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Twitch, c'est ce genre de choses que les gens regardent potentiellement sur leur mobile, et donc c'est pas, ou alors des podcasts. Hein, c'est bien les podcasts, mais ouais, je crois que l'intention pour moi, pas l'intention, mais la place existe, comme tu le dis, Maxime. Mais je crois qu'effectivement ils s'y sont mal pris, et ça pouvait se voir depuis le début. C'est même un peu condescendant, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus en plus condescendant à vouloir formater des contenus entre guillemets snackable, avec tous ces mots de la Startup Nation, comme si on était tous un peu des veaux à vouloir scroller mécaniquement. Je trouve que ça démontre une certaine condescendance, alors qu'il y a beaucoup de modèles qui montrent un peu le contraire, en fait, et que tu peux regarder ton épisode de 25 minutes de Netflix et le mettre sur pause. C'était quoi cette plateforme qui avait commencé à découper
est-ce que sur Snapchat où ils avaient commencé à découper des épisodes en rajoutant des cœurs et des machins, c'était Oui, une ils vieille avaient série produit des sauvée par trucs. le gong. Oui. Ouais, c'était affreux. Et vraiment, ça n'a pas marché parce que on commence à prendre les gens un peu pour des gros débiles quand même. C'est pas parce qu'on a des smartphones qu'on est débiles. Non, mais je crois pas. Je trouve que tu pousses un peu le truc là. Je crois que derrière des termes comme pas mon genre. Pas du tout. Mais je crois que derrière des termes comme snackable, c'est vrai que c'est un peu galvaudé, ça fait Startup Nation comme tu le dis, mais je crois qu'il y a là encore quelque chose derrière. On consomme pas de la même manière quand on est sur son smartphone que quand on est devant sa télé, et c'est le modèle qu'ils essayent de chercher. Et quelque part, bon, Quibi, ils ont pas réussi, mais je crois que ça pourrait se formaliser d'une certaine manière à l'avenir. Donc, bon, je sais pas. Écoutez, on va pas résoudre le problème maintenant. Marie, je sais que tu dois nous quitter très bientôt. Exactement. Est-ce que après 7 ans de mauvaise foi. Est-ce que je voulais juste, avant que tu nous quittes en 1 minute, te poser la question de ce qui se passe chez Numérama, parce que je vois que vous êtes en train de vous diriger un petit peu vers des solutions différentes pour la manière dont vous concevez le... Je veux pas trop en dire, donc je te laisse. Oui, non. En fait, on a la chance d'être dans un modèle qui fonctionne, dans un groupe humanoïde qui est en bonne croissance, et on n'est pas à la recherche c'est pas du tout un truc de galère en fait. C'est plus une espèce de questionnement de comment est-ce qu'on va continuer à faire évoluer Numérama en 2021. On aime bien l'idée d'avoir de l'information en libre accès. Notamment parce que de plus en plus, l'information est sous paywall, et je défends aussi les modèles sous paywall des journaux qui ont besoin de faire vivre leurs journalistes. Mais du coup, on se retrouve aussi à avoir de plus en plus d'articles de désinformation ou de moins bonne qualité qui sont gratuits et des contenus de qualité qui sont payants. Et comme nous, on a le luxe, ou en tout cas la chance et l'opportunité de continuer à travailler en mettant des articles en libre accès, on aimerait continuer sur cette voie tout en se fermant pas la possibilité d'avoir justement un modèle un peu comme à la Street Press ou le Guardian, qui est à la fin de ton article de dire si t'as beaucoup aimé cet article, voilà comment Numérama travaille. On essaie de donner de plus en plus de temps, de plus en plus de moyens à nos journalistes pour travailler, pour sortir des enquêtes. Ça a forcément un coût. On a plusieurs modèles de rémunération chez Humanoid. Donc, il y en a qui passent par l'affiliation, il y en a qui passent par la publicité, etc. On n'est pas dépendant du tout, on ne reçoit aucune subvention de l'État notamment. Et on se dit, ça pourrait être bien, notamment aussi pour renforcer ce lien avec les lecteurs et lectrices, mais comme toi, tu as avec tes auditeurs et tes auditrices et les personnes qui te soutiennent, en fait, d'avoir ce lien et ce liant, et de dire... si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir, peut-être avec cet abonnement qui permettra évidemment d'enlever la publicité, d'avoir accès peut-être à des thèmes différents, à des choses comme ça. Ouais, des petits et comme bonus, on n'est pas pressé, on a aussi envie de communiquer avec tous nos lecteurs et lectrices, et de savoir un peu ce qu'ils en pensent, tout simplement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'on va droit dans le mur? Est-ce que vous pensez que ça changera rien? On va pas du jour au lendemain faire un big reveal avec oh là là, nouveau Numérama, tout va changer, regardez, et puis il y aura des contenus snackable sur. Non, mais en fait, ça va. Mais c'est vrai que nos articles ont beaucoup marqué cette année. On a fait plusieurs enquêtes qui ont beaucoup marqué, en tout cas, qui ont eu un impact. Et ça reste des enquêtes classiques qu'on a menées avec les outils classiques du journalisme. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin pour ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. C'est un peu pour ça que je voulais te donner l'occasion rapidement d'en parler, parce que c'est une idée qui revient. C'était pas juste comme à chaque fois que je reçois Ulrich, on parle de Humanoid, mais c'est parce que c'est une boîte qui a un parcours vraiment intéressant et qui est différent dans les médias aujourd'hui, qui a su prendre le tournant de la modernité. Mais bref, c'était pas pour parler de ça. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette idée qu'on a déjà évoquée dans l'émission, que les paywalls ont leur utilité, ils sont très importants pour certains types de médias, mais ça a tendance malheureusement à avoir l'effet pervers que l'information de qualité est derrière paywall, et l'information de moins bonne qualité, voire les fake news, sont ceux qui sont gratuits et qui se diffusent plus facilement. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une tendance
en tout cas une réalisation de la presse et des médias de ces quelques mois, hein, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois qu'on en parle, et qu'elle s'étend, cette réalisation. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Après, c'est un luxe, c'est ma position, je peux me permettre de l'avoir parce que je suis pas à la tête de Libération, tu vois. Enfin, très clairement, si il y avait 150 journalistes à nourrir et on n'aurait pas les mêmes obligations. Là, on a une position qui est assez confortable entre guillemets, qui nous permet d'occuper ce segment en fait et de dire on n'en veut pas aux autres, on n'est pas là pour taper sur les gens qui veulent faire payer pour de la qualité. Au contraire, ça c'est un truc qui aurait dû déjà être instauré dès le départ. Mais profitons-en nous pour occuper ce segment-là qui est assez particulier et on n'a pas vocation à devenir un média généraliste aussi grand que le monde. Donc on restera là-dessus, mais c'est vrai que c'est un vrai questionnement. Je pense que du côté des médias généralistes qui ont je pense que la solution du paywall est quand même, tu vois, au monde, ça a vraiment bien marché, quoi. Le fait de se rendre compte que les articles de qualité, ça se paye et ça se monnaie, c'est positif d'un côté parce que ça permet de faire comprendre que le journalisme est un vrai métier. De l'autre, ça va forcément donner une prime aux gros acteurs. C'est la prime New York Times aux États-Unis, quoi. Si tu dois dépenser 15 balles par mois, tu vas les mettre dans Le Monde et tu vas peut-être pas les mettre dans d'autres sites. Donc je pense par exemple que les hebdos comme l'Obs ou l'Express peuvent avoir peut-être plus de mal. Mais bon, ça ce sera pour notre prochain podcast sur les médias. Voilà, une autre discussion. Mais c'est gentil de m'en avoir fait parler. Hein. Oui, parce que cette tendance, j'ai l'impression qu'elle se... Enfin, c'est pas une tendance, c'est une réflexion qu'on n'avait pas il y a encore un an et qui tend à faire son petit bout de chemin. Donc, bon, merci d'avoir partagé un petit peu de temps avec nous, Marie. Merci pour l'invitation. Je t'en prie et à la prochaine. Turcan Marie sur Twitter. Au revoir Marie, au plaisir. Ciao Marie. Ciao. Le lien sera dans les notes de l'émission vers le compte Twitter de Marie. Écoute, on va finir tous les deux, Maxime, avec juste deux petits sujets. D'une part, Facebook qui devrait importer Facebook Dating en Europe dans les semaines et les mois à venir. On a également des informations sur Facebook voisin qui devrait arriver aux États-Unis très bientôt. Donc c'est un petit peu comme Nextdoor, hein, vous savez, ce réseau social qui permet de connecter les voisins entre eux. Il y aura ça pour Facebook aussi. Et puis, Facebook a également annoncé le lancement de son cloud gaming sur ordinateur et sur Android, en test aux États-Unis pour le moment, pas sur iOS bien sûr, parce que Apple refuse toujours les plateformes de cloud gaming sur ses OS mobiles. Mais donc, on a d'un côté Facebook Dating qui s'étend, Facebook Neighbors, j'ai utilisé tous mes articles Bloomberg, donc je ne vais pas pouvoir le regarder en vous en parlant. Et puis, Facebook Gaming qui s'étend en cloud gaming aussi. Bon, c'est pas très surprenant, hein, c'est Facebook qui s'étend à tous les domaines de la vie sociale possible, mais je ne sais pas si c'est... inquiétant ou préoccupant ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste Facebook, quoi. Mais... Ouais, ça me paraît être un mouvement assez logique. Le dating, j'ai envie de te dire, ils reviennent à l'essence, l'origine même de pourquoi Zuckerberg a monté Facebook à la base. C'était même étonnant qu'il l'ait pas fait plus tôt. Je pense que c'était un risque, parce que la plateforme de dating, par essence, pour la plupart, normalement, tu l'utilises pendant une période donnée, puis après, t'arrêtes. Donc, je pense que c'était ça à un moment donné qui fait qu'ils l'ont pas structuré comme ça. Maintenant, moi, j'avoue que j'ai pas passé l'étape Tinder et tout ça, parce que comme tout le monde le sait, je suis marié maintenant. Donc voilà. Donc je sais pas analyser. Moi, je suis resté à Mythic et Match. Je sais pas analyser exactement. Je crois que la chose en fait qui est intéressante à noter là-dedans, bien sûr, il y a les questions de est-ce que le compte les données seront partagées, machin. Ils disent que ça sera bien isolé de l'un à l'autre, évidemment, et je pense que ça sera le cas. Hein. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que Facebook va envahir des marchés un petit peu comme tous ces GAFAM géants et gigantesques. Il va envahir des marchés où il y a des concurrents, mais ils sont sur tous les marchés. Pour le dating, ça va faire concurrence à Tinder et Match et toutes ces choses-là. Pour les voisins, ça va faire concurrence à Nextdoor et les autres du genre. Pour le cloud gaming, ça va faire concurrence à Microsoft et Google avec Stadia, etc., etc. Enfin, c'est
je trouve impressionnant de voir à quel point ils sont sur des dizaines de marchés différents, avec à chaque fois, étant donné leur social graph, qui est vraiment leur mine d'or, le fait que tout le monde soit sur Facebook et donc qu'on ait l'accès à toutes les personnes et toutes les relations, etc., qui leur permet de s'étendre absolument partout. Tu touches du doigt un point qui est super intéressant, qui est de dire, en fait, moi j'étais chez Microsoft au moment où il y a eu cette question qui a été soulevée par la Commission européenne de forcer l'installation d'Internet Explorer au lancement de Windows. Qui est une vraie question, en fait. C'est de dire, grosso modo, c'est parce que tu utilises un service, je vais te forcer un autre. Comment Facebook va t'amener à utiliser Facebook Dating plus qu'un autre parce que tu as déjà Facebook? J'ai du mal à voir l'acte forcé. Mais forcé non, mais c'est tellement forcé non, certainement pas. Mais ils ont tellement d'informations sur toi. Tu peux être certain que si tu as entre 20 et 30 ans et que tu vas regarder des pages, tu es fan de telle ou telle page, tu vas interagir avec telle ou telle personne, ils vont savoir que tu es plutôt dans la catégorie des gens qui seraient intéressés par le dating. Ils vont clairement te mettre une petite pop-up ou un petit encart dans un coin de l'écran, etc. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sur le dating, je suis d'accord qu'ils peuvent tout rafler et du coup, on repose la question des antitrust, etc. Et là, tu retombes avec la question sur Alphabet, bref. Mais en revanche, sur le gaming, j'avoue que moi, je les vois un peu nulle part. C'est-à-dire que, hormis Oculus, ils sont pas studio réellement. Donc, tant qu'ils n'auront pas les jeux... Mais ils ont accès à plein de gens et il y a beaucoup de gens qui jouent sur Facebook. C'est pas tout à fait les mêmes jeux, mais moi je pense qu'ils peuvent s'étendre ensuite plus loin. Tu vois, ils vont faire des jeux. Les premiers tests, c'est des petits jeux mobiles, mais ils peuvent s'étendre un petit peu plus loin ensuite. Et puis, une fois que la technologie est développée, pourquoi pas l'implémenter dans Instagram, WhatsApp, un petit peu partout, quoi. Donc, j'ai plus de doutes là-dedans parce que pour moi, ils n'ont pas d'infrastructure cloud comme peut l'avoir Microsoft avec Azure ou Google ou Amazon. Bien sûr. Donc, Facebook a des serveurs partout. Facebook fait de la vidéo depuis longtemps. Si, moi je suis convaincu qu'ils sont tout à fait capables d'avoir un service qui tienne la route. Autant qu'Amazon. Ça, je te dis pas ça. Mais en fait, ils l'ont pas dimensionné aujourd'hui pour une utilisation consumer. C'est-à-dire c'est une infrastructure interne qui n'a jamais été pensée pour avoir des clients, pour se brancher à l'externe, etc., comme les 3 grands fournisseurs de cloud aujourd'hui, et je passe les chiffres. C'est sûr. Donc c'est là où, je vois pas encore, mais je suis curieux de voir. À voir. Bon, ils sont en train de tester. Facebook est partout, c'est sûr. Dernier sujet avant le petit bonus à la fin. Le département de la justice américain et 11 attorney generals, donc des ministres de la justice des États en quelque sorte, tous républicains, ont lancé un procès contre Google pour pratiques anticompétitives et visant à préserver un monopole sur la recherche et la publicité dans la recherche. En gros, ils reprochent à Google de payer différentes entités, que ce soit Apple pour être le moteur de défaut, le moteur de recherche par défaut sur les appareils iOS, ou Firefox pour être le moteur de recherche par défaut là, et donc forcer l'utilisation de leur plateforme un petit peu partout. C'est marrant parce que les analyses que j'en ai lues, ça va d'un bout à l'autre du spectre. C'est vraiment soit c'est un truc qui est très mal monté, qui tient pas la route, qui va se casser la gueule et qui est là uniquement pour montrer que au dernier moment de l'administration Trump, les républicains tapent sur Google. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent si, c'est complètement inacceptable de la part de Google. Ils ont utilisé leur argent pour préserver leur monopole. Et de toute façon, même si ça marche pas, ça va faire comme avec le procès contre Microsoft, tu en évoquais une partie tout à l'heure, ça va les faire réfléchir à 2 fois avant de continuer à faire des acquisitions prédatoriales pour éviter d'avoir des concurrents et ce genre de choses, parce que de notoriété publique, pendant le procès, Bill Gates, qui avait dû aller témoigner au Congrès, était comme ça après et disait mais moi je veux plus jamais y retourner, donc on fait attention à ce qu'on fait, même si le procès lui-même, en tout cas l'audition plutôt, n'avait pas forcément mené à grand chose. Donc je sais pas, personnellement je sais pas de quel côté je me place, mais c'est une initiative qui est relativement intéressante et importante aux États-Unis.
complètement d'accord avec ça. Je suis pas très à l'aise avec la manière dont c'est présenté, parce que je trouve que c'est présenté d'une manière très politique. Et bon, du coup, ça t'oblige à te positionner d'un point de vue politique, et pour moi, la question n'est pas là. En vrai, tu as une question de fond économique des acteurs des GAFAM au sens large, qui est la position dominante. L'abus de Grosso position modo. dominante. Voilà, merci. L'abus de position dominante, qui est une vraie question. Et à un moment donné, elle est clairement posée chez Google. Et pour moi, c'est un des acteurs qui l'a même intégré avec la création d'Alphabet. Eux, ils sont déjà organisés pour être démantelés. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable. À la différence d'un Facebook qui fait la tactique exacte inverse, qui est en train d'imbriquer tous ses services les uns dans les autres pour justement ne pas être démonté. Là, la nouvelle version d'Instagram qui inclut nativement des connexions avec Messenger, puis avec Facebook, tout ça, c'est pour qu'on ne puisse plus les découper. Donc, mais il y a un vrai sujet. Et moi, en tout cas, je pense qu'ils vont réellement penser et essayer d'aller les découper. Est-ce qu'ils vont y arriver ? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie volonté de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mouvements dans ce sens de plus en plus aux États-Unis. On en parle depuis longtemps dans l'émission, depuis plusieurs mois, et ça se confirme certainement. C'est marrant parce qu'il y a un des commentaires qui était vraiment intéressant dans toute cette affaire, c'était celui de Mozilla, qui, vous le savez, reçoit beaucoup d'argent de Google pour avoir le moteur de recherche Firefox, enfin le moteur de recherche par défaut dans Firefox. Et il disait, mais si on interdit ce genre de choses, au contraire, ça peut tuer le développement de concurrents dans d'autres domaines. Parce que Google finance par ses paiements le développement notamment de Firefox, qui est un des navigateurs rivaux de Google Chrome. Donc, exactement. C'est pour ça que ce n'est pas un sujet politique. C'est pas le bien ou le mal, en fait. C'est pas des grands méchants ou des grands gentils. C'est juste une question économique globale et de concurrence globale. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut encore faire émerger des acteurs de l'innovation disruptive sur un marché quand tu as un acteur aussi dominant. Le problème, c'est que Google est capable de cracher tellement tôt que du coup, ça empêche des innovations de rupture sur ce marché. C'est ça, en fait, le problème. Ouais. Bon, écoutez, le dernier truc dont je voulais parler, c'était Stop Covid, ou plutôt Tous Anti-Covid, pour dire que, la nouvelle version de l'application est désormais disponible. Elle a été passablement téléchargée. Visiblement, on est à 4 millions de téléchargements. Par contre, les acteurs européens ont lancé l'interopérabilité des apps qui passent par le système Google et Apple. On en a suffisamment parlé, je ne vais pas vous refaire le topo, mais la France n'utilise pas ce système Google-Apple et donc n'est pas compatible avec les autres apps européennes. Il y a une vingtaine de pays qui sont compatibles entre eux pour leur application de traçage de contacts. Eh bien, la France ne fait pas partie de ces pays compatibles. Ça me frustre un peu, évidemment. Et puis, je me souviens que rien n'indique que ces apps de traçage ne servent à quoi que ce soit, malgré des mois d'utilisation. Donc, ça diminue un tout petit peu ma frustration, on va dire. Mais voilà. Écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été là avec Patrick. nous. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet avant qu'on se quitte ? Ouais, je suis sur Twitter, Max Girardot. Je suis aussi sur Instagram et je suis sur Facebook, mais là, je ne dis rien. Donc, si on voulait interagir avec moi, c'est Twitter et Insta. On mettra ton lien, le lien vers ton compte Twitter. Je me souviens même plus, ton livre, est-ce qu'il est déjà disponible depuis ? Mais oui, ça fait un moment. Il est disponible. Ça s'appelle Persona, c'est aux éditions Fayard Mazarine. C'est un thriller dans le monde des GAFAM. Et donc voilà, si vous avez besoin de combler vos soirées et que vous avez envie de lire. Très bien. Persona de Maxime Girardot. Merci à toi. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver
tous les liens sur notrepatrick.com et notamment la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir, entre autres, le lien dont on parlait tout à l'heure sur l'opposition que génèrent les réseaux sociaux. Et il y a un autre article que je vais mettre dans la newsletter sur la manière dont des activistes construisent des bases de données de reconnaissance faciale pour reconnaître les forces de l'ordre. Ça se fait dans de plus en plus de pays et c'est passionnant parce qu'ils utilisent exactement tout ce qu'on craint quand on parle de reconnaissance faciale, le fait de sourcer les images sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour reconnaître les membres des forces de l'ordre qui refuseraient de s'identifier ou ce genre de choses. Et du coup, la législation qui interdirait ce type de technologie pour éviter que des États s'en servent de manière un petit peu trop violente, pourrait empêcher ce type d'application aussi. Donc c'est là encore, comme avec la question de l'opposition sur les réseaux sociaux, un retournement de point de vue, de perspective qui est hyper intéressant. Ça sera dans la newsletter et comme je le disais, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. Sur notrepatrick.com, vous trouverez aussi les liens vers le Patreon pour le rendez-vous tech notamment. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Il est dans les notes de l'émission. Si vous voulez soutenir l'émission, vous savez que c'est le moyen pour soutenir l'émission. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font. On va se quitter là, mais on aura pour les patriotes l'after show qui va débuter juste après l'émission. Je ne suis pas encore tout à fait sûr de ce dont on va parler, mais on va se retrouver ensemble sur Discord. Je cherche mes mots. Donc, vous pouvez venir sur Discord pour ceux qui ont accès au Discord étendu, et puis on va se retrouver dans 1 minute. Pour tous les autres, je vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on se donne rendez-vous dans 1 semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Le plus important dans le travail, c'est déjà d'en avoir un. C'est vrai. Mais là, tout le monde a eu du temps pour réfléchir. Et pour pas mal de femmes et d'hommes, il est de plus en plus important de faire un travail qui a du sens, quitte à bouger, changer de boîte, voire de métier. Et ces personnes-là, il va falloir les fidéliser, les motiver ou les recruter. Surtout qu'ils représentent presque 1/3 des Français. On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après. Découvrez toutes les solutions Randstad sur randstad.fr. Randstad. Human Forward. L'humain pour aller plus loin.